Bonjour à tous. Avant de démarrer, est-ce que quelqu'un peut nous mettre un petit message, dans le chat ou un petit pouce pour savoir, si vous nous entendez bien et si vous voyez bien la presse? Merci OK, François. top. Merci François. Bonjour à tous, merci d'être là pour ce webinaire. Très rapidement, moi c'est Tiffany, je suis la responsable marketing de Chewepic. Donc la plupart vous nous connaissez, on est une plateforme de mise en relation, entre les freelances de la tech et la transfo digitale avec les entreprises. Donc notre but c'est de vous trouver des missions, qui vous correspondent, que ce soit, en termes de compétences mais aussi en termes d'envie. Mais c'est aussi plus largement, vous accompagner sur votre vie d'indépendant. C'est pour ça qu'on a plusieurs partenaires et qu'on invite, régulièrement, des intervenants pour vous aider sur votre métier, sur, le développement de votre activité et cetera. Et aujourd'hui, on a invité Marion pour, un sujet très important quand on est indépendant, c'est comment bien gérer, la relation avec, vos clients, que ça soit, la relance, créer un lien de confiance sur la durée et cetera. Donc, merci à tous d'être là. N'hésitez pas à poser vos questions, même vos remarques dans le chat. Et puis, je vais laisser, Marion, se présenter et puis démarrer. Bonjour à tous. Pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Marion Giraudon, je suis en freelance depuis 6 ans. Ça va faire 6 ans cet été et je suis consultante en stratégie digitale. Donc j'aide les entreprises, en gros, à se développer, à trouver plus de clients, à vendre plus grâce à tout ce qu'on peut faire sur internet. Et depuis 2018, j'ai aussi créé Super Freelance. Donc j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je poste une vidéo toutes les 2 semaines avec plein de conseils pour vous aider dans votre vie de freelance, que ce soit sur la recherche de clients, sur l'administratif, sur l'organisation, sur vos relations avec vos clients, comme on va en parler plus en détail aujourd'hui. J'ai aussi un blog qui s'appelle pareil, et puis je propose des formations et des sessions de mentorat pour les freelances qui ont envie d'aller plus loin et d'être accompagnés. Alors, du coup, aujourd'hui, on va parler de quoi? De votre relation avec vos clients. Et surtout, il faut bien comprendre pourquoi c'est si important. Quand on est freelance, on est complètement seul aux commandes. Ça veut dire que on fait le boulot pour lequel nos clients nous payent, on produit, mais on gère aussi tous les autres métiers qui vont avec la gestion d'une entreprise. La partie commerciale, la partie facturation et donc bien sûr la partie relation client. Et du coup, cet ensemble, il est souvent redouté par les freelances qui débutent parce qu'ils se disent: «Je vais jamais arriver à faire tout ça. Est-ce que je vais être capable de parler avec les prospects pour les convaincre de travailler avec moi? Est-ce que je vais être capable de, bien m'entendre avec mes clients pour qu'ils aient envie de continuer, qu'ils aient envie de me recommander?» Et une bonne relation avec un client, c'est important réellement parce que à la fois ça vous permet de continuer à travailler avec lui sur la durée, donc le fidéliser, et ça permet aussi de faire de ce client un ambassadeur. Si c'est un ambassadeur, votre client, il va avoir envie de vous recommander à ses amis, à sa famille, à n'importe qui a besoin d'un freelance qui a vos compétences. Ça veut dire que déjà vous vous sentez beaucoup plus serein. Quand on a des clients fidèles, ça veut dire qu'on peut se projeter plus loin, savoir, dans 2 mois, dans 3 mois, je sais que j'ai, tant d'euros de chiffre d'affaires que je vais facturer. Ça veut dire aussi qu'on fait moins de prospection. Parce que si vous avez des clients avec qui vous travaillez tous les mois, ça veut dire que tous les mois, vous avez un minimum de chiffre d'affaires qui rentre, donc vous avez besoin de moins de nouveaux clients. Donc ça, c'est plutôt cool parce que la prospection, c'est pas forcément ce qu'on préfère et puis parce que forcément, ça prend du temps. Et en plus, quand on a des clients qui sont de bons ambassadeurs pour nous, ça veut dire qu'ils vont eux-mêmes nous apporter d'autres clients et ces clients qui viennent à nous, bien sûr, on aura quand même un petit peu de travail avec eux parce que, faudra les convaincre, hein. C'est pas parce qu'ils viennent vers nous que le travail est fait, le contrat il est pas encore signé. Mais en tout cas, c'est des gens, qu'on n'a pas besoin d'aller chercher et ça encore, ça permet de gagner du temps et on est avec eux dans une relation qui est un petit peu plus, équilibrée, d'égal à égal, que quand vous prenez votre téléphone et que vous appelez des inconnus pour leur proposer vos services. Voilà, donc soignez votre relation avec vos clients, c'est hyper important, pour que vous vous sentez plus épanoui dans votre activité et puis aussi parce que c'est plus agréable franchement d'avoir de bons rapports avec eux. Alors du coup, de quoi on va parler exactement quand on évoque la relation client? De tous les moments qui peuvent être un petit peu délicats et qui peuvent, faire que vous vous posez des questions. «Est-ce que je peux lui dire ça? Est-ce que je peux faire comme ça?» Et j'en ai identifié 4 surtout. Il y a, le moment où vous avez envoyé votre proposition ou votre devis à un prospect et vous n'avez pas de nouvelles, donc il va falloir le relancer et ça c'est pas c'est pas quelque chose qui me met forcément très à l'aise. Il y a, le cours de la mission. Comment est-ce que vous communiquez avec lui pour être sûr d'avoir les bonnes infos, pour être sûr qu'il sait que vous avancez? Voilà, comment est-ce qu'on fait pour que ça se passe bien avec lui, pour que les informations circulent bien des 2 côtés? Il y a la question aussi,
un petit peu agaçantes, des retards de paiement. Qu'est-ce qu'on fait quand un client, vous lui avez envoyé une facture, la date d'échéance est passée et vous avez toujours pas l'argent sur votre compte? Ça aussi, c'est souvent un moment où on est très mal à l'aise parce que parler d'argent, c'est pas forcément évident, surtout, en France, hein. C'est pas quelque chose qui est très naturel pour nous, c'est un peu un tabou. Donc on va voir comment vous pouvez réagir, là-dessus. Et puis, un truc où là, je constate aussi qu'il y a pas mal de difficultés, c'est pour garder le lien, après la mission. Donc comment est-ce que vous faites pour que votre client, une fois que le travail que vous aviez avec, lui est terminé, ça ne devienne pas un étranger? Comment on fait pour, même si c'est un petit peu artificiel, maintenir un lien avec lui? Voilà, c'est les 4 sujets principaux qu'on va voir aujourd'hui. Comme vous le disiez Tiffany tout à l'heure, n'hésitez pas à vous servir du chat pour me poser toutes vos questions. Moi, je préfère m'arrêter, au fil de l'eau, pour qu'on puisse échanger plutôt que se dire on garde toutes les questions à la fin parce que du coup vous souviendrez plus forcément de ce que vous vouliez me demander en plus. Et puis voilà, c'est plus sympa, c'est plus interactif. Donc on va commencer avec la relance. Déjà, avoir des prospects qui viennent vers vous, c'est pas forcément évident. Des gens qui savent ce que vous faites, des gens qui ont compris votre existence. Ils sont venus vers vous, ils vous ont dit, je sais pas, j'ai besoin d'un site WordPress avec telle et telle fonctionnalité. Donc vous avez parlé avec ce prospect et puis ensuite vous lui avez envoyé une proposition. Alors certains d'entre vous envoient peut-être des devis. Donc un devis, moi je trouve que c'est un document un petit peu froid, et je trouve que quand on envoie un devis, bah, on a moins de réponses. Moi ce que je fais, c'est que j'envoie des vrais docs de propositions, qui sont en fait des PowerPoint de plusieurs pages, qui mettent bien en valeur ce que je propose, qui montrent au prospect que j'ai compris ce dont il avait besoin. Donc ça, modèle de proposition, je vais vous retrouver un lien, mais j'en ai un sur mon site, que vous pouvez télécharger gratuitement. Hop, je vous le récupère tout de suite. Pourquoi c'est important et pourquoi je vous en parle maintenant? Parce qu'en fait, plus vous envoyez un document travaillé, plus vous avez de chances que le prospect revienne vers vous. Et ça, c'est quand même hyper important parce que si on peut éviter d'avoir à relancer, bah, c'est quand même mieux. Donc vous avez envoyé votre proposition, vous avez l'impression d'avoir plutôt, tapé juste, d'avoir compris ce qu'il voulait, de lui avoir fait une offre, assez pertinente. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas de nouvelles. Donc vous l'avez envoyé là, on est mardi, vous l'avez envoyé mercredi, on va dire, et le prospect n'est pas revenu vers vous. En général, vous n'allez pas forcément oser revenir vers vous, enfin vers lui en fait. Vous allez vous dire: «Bah, s'il me répond pas, c'est que ça n'intéresse pas». Vous allez vous dire que vous pouvez avoir l'air, d'être un petit peu insistant, de le harceler et que ça, vous voulez pas. Vous pouvez vous dire que moi, je considère, je lui ai envoyé ma proposition, c'est à lui de revenir vers moi, c'est pas à moi de lui courir après. Sauf que quand vous avez pas de nouvelles, ça veut dire que vous avez pas de nouvelles. Pas de nouvelles de la part d'un prospect, ça veut pas forcément dire qu'il est pas intéressé par votre proposition, ça peut avoir plein d'explications. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer que le prospect ne répond pas? Peut-être qu'il attend d'autres propositions. Ça, c'est assez courant. Généralement, un prospect qui a un besoin, il va contacter 3-4 prestataires différents, freelance, agence, peu importe, et puis il va comparer. Alors il va comparer le prix, il va comparer le contenu, il va comparer aussi l'échange qu'il a eu. Donc pour prendre sa décision, peut-être que tout simplement, vous avez été rapide à envoyer votre proposition, c'est pas le cas des autres et du coup, la décision va attendre qui est la comparaison possible entre toutes les propositions. Peut-être qu'il est débordé. En fait, il s'en est pas occupé parce que, il a eu plein de choses à faire, donc peut-être que votre proposition, il l'a regardée, peut-être pas, mais en tout cas, il n'a pas eu le temps de se décider et de vous faire part de cette décision. Peut-être que c'est pas lui tout seul qui décide. Si ça se trouve, en fait, lui, il récoltait juste les propositions, mais c'est son chef qui va décider. Si ça se trouve, il y a une réunion qui est prévue la semaine prochaine où il présente ça à ses collègues et ils vont décider ensemble. Peut-être qu'il est malade, peut-être qu'il est en vacances, peut-être qu'il est en formation. Il n'est pas là et donc forcément, il n'a pas vu ses mails. Alors, vous allez me dire: «Oui, mais il n'y avait pas d'out of office». Oui, mais bon, tout le monde en met part quand il n'est pas là. Et puis peut-être qu'en fait, il vous a pas renvoyé de mail pour vous demander plus d'infos, mais il a besoin de précision parce que certaines choses dans votre proposition n'étaient pas, forcément hyper claires pour lui. Vous voyez, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer que ce prospect, il n'est pas revenu vers vous et ça ne veut pas dire réellement, ne pensez pas ça, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intéressé par ce que vous lui proposez. Donc vous avez pris le temps d'échanger avec lui, vous avez pris le temps, de construire une proposition, pour lui. C'est normal,
que vous puissiez avoir une réponse. Vous êtes vraiment en droit de la demander, c'est la moindre des choses. Donc ça veut dire que relancer, c'est normal, vous avez le droit, faut pas hésiter. Après, je comprends que c'est pas forcément, évident. Ça ne met pas toujours dans une posture qui est très facile, mais il faut s'enlever ça de la tête. Pour, moins y réfléchir, pour que vous puissiez, vraiment, passer à l'action et faire votre relance sans trop, gamberger, moi je vous propose, plusieurs astuces. Déjà, relancez plutôt par écrit parce que, vous serez pas forcément à l'aise pour l'appeler et s'il vous a pas répondu, c'est peut-être qu'il avait pas trop le temps, c'est pas forcément une bonne idée de le déranger. Pensez bien à remettre en pièce jointe de votre mail votre proposition. Vous allez me dire: «Oui, mais je lui ai déjà envoyé». Oui, bah, vous l'avez déjà envoyé, peut-être il l'a pas lu. Ça l'aidera si vous pouvez le remettre en pièce jointe, ça lui évitera de chercher dans vos anciens mails. Soyez courtois. Vous êtes en droit de demander une réponse. En revanche, lui, il est aussi en droit d'avoir eu besoin de temps pour répondre, donc vous pouvez pas lui en vouloir, pour vous avoir laissé pour l'instant sans réponse. Et puis proposer un échange. Parce que s'il n'est pas revenu vers vous, il y a de fortes chances pour qu'il y ait une info en plus, dont vous n'êtes pas au courant, qu'il y ait des questions de sa part. Donc moi, je vous propose un petit message: «Bonjour», à personnaliser, hein, «Bonjour, je ne sais pas, Michel, Dorothée, François, Tiffany», comme vous voulez. «Je reviens vers vous au sujet de ma proposition du» remettez bien la date, histoire qu'ils se souviennent: «Ah oui, c'est vrai, il m'a déjà envoyé ça il y a quelques jours et j'ai pas répondu» et précisez bien que vous remettez cette proposition en pièce jointe. Demandez-lui s'il a pu en prendre connaissance et puis proposez-lui, s'il le souhaite, de fixer un échange téléphonique. Voilà, vous lui souhaitez bonne journée, il vous a pas répondu, c'est un peu chiant, j'en conviens, c'est pas très cool de devoir courir après les gens, mais voilà, vous lui en voulez pas. Si au bout d'une semaine, il vous a encore pas répondu, là, ça voudra dire que vous avez envoyé 2 fois votre proposition, ça fait 2 semaines que vous êtes en attente de la réponse. Là, je comprends que ça devienne un petit peu plus critique. Alors, pensez bien que lui, il n'est pas à votre place. Peut-être que vous, vous êtes en train de vous dire: «Ouais, mais en fait, je ne sais pas si je peux m'engager sur une autre mission parce que lui, il ne m'a pas répondu». Alors déjà, premier conseil, ne jamais, considérer qu'un prospect à qui vous avez envoyé une proposition, c'est forcément un prospect qui va l'accepter. Donc ne vous bloquez pas sur une autre mission pour, celle-ci dont vous n'êtes pas du tout sûr qu'elle va réellement aboutir. Renvoyez-lui un message, vous pouvez joindre encore une fois la proposition, ça ne mange pas de pain, si on peut dire, mais précisez-lui pourquoi, vous avez besoin qu'il vous réponde. Vous pouvez lui dire: «J'ai besoin, j'aurais besoin d'une réponse parce que je suis en train d'organiser mon planning, parce que, ça va me demander de bloquer du temps, de» je sais pas. Expliquez, donnez-lui une raison pour qu'il comprenne qu'en fait, en vous répondant pas, il est en train de vous mettre un peu dans l'embarras. Parce que, enfin, faut être clair, il en a pas du tout conscience. Et puis, ben, vous, voilà, c'est pas très confortable d'être là à se dire: «Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher?» Je sais pas. C'est voilà, on n'est pas très à l'aise dans ce genre de situation. Voilà, donc relancez, vraiment, vous avez le droit, c'est votre devoir, je dirais même. Vous avez passé du temps à construire une proposition, vous avez passé du temps à échanger avec ce prospect, vous pouvez pas vous dire: «Bah, j'ai envoyé un truc, il a pas répondu, tant pis». C'est important que vous preniez la peine de relancer, même si, au début, parce qu'après ça s'arrangera, bah, c'est pas forcément un exercice qui vous met très à l'aise. Alors, déjà sur cette partie de relance, auprès des prospects, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites facilement ou c'est plutôt le truc que vous évitez à tout prix? Ça m'intéresse de savoir un peu quel est votre ressenti par rapport à tout ça. Parce que bon, moi, c'est vrai qu'au début, j'avoue que j'avais un petit peu du mal. Je prenais l'absence de réponse comme un rejet et c'était très difficile pour moi d'aller au-devant du prospect. Alors, Oran nous dit: «Pour moi, tant que c'est pas non, c'est toujours possible». Bah, franchement, Oran, je pense que tu as carrément raison. On l'a bien vu, hein, il y a tout un tas de raisons qui peuvent expliquer que le prospect, il vous a pas répondu et c'est pas parce que la réponse est non. Alors, Ishvardout, je suis désolée, j'espère que j'écorche pas ton prénom. J'ai du mal à le faire. Bah, je comprends, c'est très difficile au début, mais tu verras que si tu prends la peine de le faire, que tu vas un peu au-delà de ton blocage, ça va devenir beaucoup plus naturel et franchement, ça peut donner plein de choses, moi, c'est quelque chose que j'hésite pas à faire parce que, voilà, on est conscient que tout le monde est hyper occupé. Ça peut arriver d'être passé à la trappe et moi, ça m'arrive, hein, que les prospects me disent: «Ah oui, merci d'être revenu vers moi, j'avais zappé, quoi».
Donc ils sont contents qu'en fait on suive le truc. Ça montre aussi notre rigueur. Donc ça, c'est quelque chose qui peut donner une bonne image de notre travail. Alors Denis qui nous dit: «Je relance jamais» et ça te fait rire Denis. Alors je te conseille de t'y mettre, à moins que tu aies vraiment trop de clients, mais dans ce cas, moi il y a des périodes où je relance moins parce que j'ai beaucoup de clients, j'ai beaucoup de prospects et quand c'est comme ça, je me dis: «Bah, en fait, si j'ai pris le temps d'échanger avec des prospects et que finalement, peu importe s'ils acceptent ou pas ma proposition, est-ce que j'ai pas perdu du temps en discutant avec eux?» Alors Nathalie qui dit: «Pour les relances, ça va, tout comme Oran». Bah, Oran et Nathalie, c'est top que ça soit un truc qui vous pose pas trop de problèmes, parce qu'il y a beaucoup de freelances qui sont très gênés par ça. Alors Pascal nous dit: «J'ai eu du mal au début, mais maintenant je compte les jours pour relancer, pour ne pas spam le client». Oui, c'est ça, exactement Pascal, faut pas être dans le harcèlement. Moi, j'essaie de laisser une semaine entre chaque relance parce que oui, c'est pas très agréable en tant que prospect ou en tant que client, on le sait aussi, hein, de bah, voilà, de se faire harceler, quoi. Laetitia nous dit: «J'ai tendance à relancer une première fois, mais jamais une deuxième. Merci pour les conseils». Alors oui, Laetitia, je te conseille quand même d'en faire au moins une deuxième avec un message un petit peu différent pour dire: «Là, ça serait bien que j'ai une réponse parce que», et tu expliques quelles sont les raisons qui font que, voilà, c'est important pour toi d'avoir une réponse. Ça peut être un peu artificiel, hein. Des fois, c'est juste qu'on veut savoir si c'est oui ou si c'est non, mais voilà, les comment dire? Les prospects ont pas forcément conscience de tout ça. Alors, Oran qui nous dit: «J'ai des projets qui mettent 1 mois à être signés». Ouais, c'est vrai qu'il y a des entreprises qui ont des process un peu longs. Les clients sont débordés, mais ils peuvent apprécier notre persévérance. Notre persévérance, oui, c'est vrai et puis aussi le fait qu'on suive nos dossiers. Moi, ça m'est arrivé 2 fois lorsque je cherchais un emploi, donc il y a 10-15 ans. C'est terrible de dire ça. Hem de relancer des entreprises auxquelles, j'avais envoyé mon CV et alors il y en a un qui m'a remercié d'avoir fait la relance et il y en a un autre qui m'a dit: «Je vous rappelle» parce qu'en fait, il y en a qui envoient leur CV puis après ils s'en foutent, qu'on leur réponde ou pas, ils s'en occupent plus. Je le trouvais un peu gonflé parce qu'à partir du moment où on envoie quelque chose, c'est plutôt à lui de jouer mais en tout cas, ça montre de la rigueur. Alors Delphine nous dit: «Si on accepte le choix de nos prospects quels qu'ils soient, on accepte les oui comme les non, on se sent libre de relancer. Je relance au moins une fois, sauf si mon planning est trop rempli». Ouais, bah, voilà, je comprends. C'est vrai que c'est pas la peine de relancer si, on a déjà trop de missions, mais du coup, si on a déjà trop de missions, est-ce que ça vaut le coup de discuter avec des prospects? Est-ce qu'il vaudrait mieux pas les basculer vers quelqu'un d'autre? Alors Dorothée nous dit: «J'aime bien l'idée d'envoyer une proposition avec le devis». Oui, Dorothée, en fait, le devis, c'est un document qui est hyper froid, qui présente que des chiffres, alors qu'une vraie proposition, ça permet déjà de montrer au client qu'on a bien compris ce qu'il veut, ce dont il a besoin, ses contraintes. Ça permet également de plus mettre en valeur ce qu'on va faire, d'être plus pédagogue parce que parfois les clients ne comprennent absolument pas, nos métiers. Et puis ça permet aussi, voilà, de montrer des références, de rassurer le client, en fait. De le rassurer, de faire en sorte qu'il ait moins de questions, qu'il voit qu'on a bossé sur le truc. Déjà, ça donne, une super bonne image. Donc franchement, ça prend un petit peu plus de temps qu'un devis, c'est sûr, mais c'est tellement plus facile de convaincre avec. Il vaut mieux, passer du temps sur une jolie proposition, travailler et tout, que d'envoyer plein de devis à l'appel. Vous allez voir que les retours sont vraiment beaucoup plus intéressants lorsqu'on fait une vraie proposition. D'ailleurs, les agences, ne travaillent qu'avec des grosses propositions. Alors, voilà pour la partie relance. Vous l'avez relancé, il est revenu vers vous, vous avez décidé de démarrer la mission. Maintenant, ça y est, le boulot, est enclenché, vous êtes plus un prospect et un prestataire, vous êtes un freelance et son client. Alors, pourquoi c'est si important, de communiquer pendant la mission? Bah, parce que la mission, c'est pas forcément un long fleuve tranquille. Voilà, c'est pour ça qu'on a une magnifique petite image avec des bambis et une rivière. Hem, il va souvent y avoir des impondérables et du coup, c'est très important que le client puisse savoir où vous en êtes pour qu'il soit rassuré sur le fait que oui, oui, c'est bon, vous avancez bien sur son projet. Et puis aussi pour vous, parce que vous allez avoir besoin d'informations de sa part. Vous allez avoir besoin de ses retours sur les premières choses que vous avez produites. Vous allez avoir besoin d'éléments qui vont vous permettre d'avancer dans votre travail. Pour ça, il y a qu'une solution entre vous, c'est la communication. Alors, la première chose, c'est de définir justement comment vous allez communiquer. Et c'est indispensable parce que, vous avez peut-être chacun dans votre tête une idée de comment ça va se passer. Peut-être que lui, il se dit: «Ah ben, donc là, le freelance, tous les soirs, j'imagine qu'il m'enverra un mail pour me dire, comment il a avancé dans la journée».
Alors peut-être vous, finalement, ce que vous aimez bien faire avec vos clients, c'est de faire une visio chaque semaine pour partager ce que vous avez fait, pour lui poser les questions que vous avez à lui poser. Et du coup, si vous, vous pensez que vous allez faire le point toutes les semaines et que lui imagine que tous les mails, enfin tous les soirs, il va avoir un mail, il va vite y avoir un problème. Alors lui, il va se dire: «OK, je sais pas du tout comme ça avance, il me dit rien, je suis pas content». Et puis vous pouvez vous dire: «Bon, bah, c'est pas grave, je peux faire un point tous les jours au lieu d'un point toutes les semaines». Sauf que, ce temps-là, vous l'avez pas forcément planifié et ce temps-là, vous l'avez pas forcément devisé. Donc ça va être compliqué. C'est très important dès le début que, à quel rythme et comment vous allez faire vos suivis, ce soit défini entre vous. Est-ce que c'est une visio? Est-ce que c'est un rendez-vous téléphonique? Est-ce que c'est juste un mail? Est-ce que, c'est un accès qu'il va avoir à un outil, je sais pas, de suivi de tickets? C'est très important et puis, moi, j'aime bien prévoir deux façons de communiquer. Il y a à la fois des vrais échanges, hein, au téléphone ou en visio comme vous voulez. Parce qu'il faut pouvoir parler, il faut pouvoir échanger pour bien comprendre où en est le client dans sa tête par rapport au projet et tout ça. Mais il faut aussi, selon moi, avoir de l'asynchrone. De l'asynchrone, c'est de l'écrit. En gros, c'est du mail, c'est du Slack, c'est du ticket, c'est ce que vous voulez. C'est un fichier, Google Sheets qui permet de suivre votre avancement. Hem, Parce que déjà, un, ça laisse une trace et deux, ça vous permet de donner plus de nouvelles sans forcément devoir être dispo en même temps que votre client. Être dispo en même temps que le client, ça peut être un peu compliqué, parce que ça veut dire que quand vous êtes avec lui, vous êtes pas avec les autres. Ça veut dire que, peut-être qu'il va vous appeler très souvent, vous n'arrivez pas forcément à vous avoir. Voilà. Je trouve que de ne prévoir que, des échanges, oraux, c'est un petit peu compliqué. Même si à la fin vous faites votre compte rendu, ça va vous prendre encore du temps d'ailleurs. Voilà, c'est important dès le début que, d'un côté comme de l'autre, donc de votre côté et du côté du client, il y ait une compréhension très claire de comment est-ce qu'on va communiquer, sur l'avancement de ce projet. Ça va éviter vraiment beaucoup de problèmes. Voilà. Heu, les retards de paiement, ça, je vous en ai parlé au début, ça fait partie, je trouve, des pires moments qu'on peut connaître quand on est en freelance. C'est vraiment gênant à plusieurs titres. Déjà, ça peut vous mettre vraiment en difficulté financièrement. On est en France. En France, l'argent, c'est un sujet vulgaire, c'est un sujet tabou, donc on a beaucoup de mal à en parler. Relancer sur un retard de paiement, souvent, ça peut, on peut se dire qu'on est en train de réclamer. Et puis, il y a une dernière raison, c'est qu'on est en train de nous parler de la passion economy, on est censé faire un boulot qui nous anime réellement, et du coup, c'est difficile de parler d'argent pour on va passer pour quelqu'un qui est intéressé. On va passer par quelqu'un qui manque de pour quelqu'un qui manque de souplesse. C'est bon, ta facture, je vais te la payer, j'ai 3 jours de retard, c'est pas un drame, quoi. Ah, je vois qu'il y a des questions, sur la partie précédente, je vais y revenir du coup, de Oran. Qu'est-ce que tu utilises comme outil pour gérer ta relation client? Mail, Trello? Alors, ça dépend des clients. En général, c'est plus par mail et enfin, c'est mail et en général des roadmaps sur Google Sheets. C'est vrai que Trello, j'ai essayé, mais j'ai remarqué que ceux qui l'utilisent pas ailleurs qu'avec moi, en fait, ils s'en servaient pas, quoi. Ils allaient pas regarder ce qui avait été fait. Quand eux faisaient quelque chose, c'était pas mis à jour, donc c'est compliqué. C'est très compliqué, je trouve, d'imposer un outil à un client. Du coup, Delphine dit: «Je laisse le choix du client pour qu'il puisse utiliser un outil avec lequel il est à l'aise». Alors, je suis d'accord et pas d'accord avec cette idée, Delphine, parce que si chaque client a son propre outil, bah, toi, tu vas jamais t'en servir, enfin, tu vas jamais t'en sortir parce que tu risques d'avoir plein, plein, plein d'outils, que tu utilises à la fois et c'est un peu difficile à gérer. Donc faut trouver quand même quelque chose qui sur lequel tout le monde s'y retrouve, quoi. C'est important. Mais ouais, les mails et puis Google Drive, i je trouve que Google Drive, ils ont quand même oui, si tu guides, ça va alors. Google Drive, c'est un truc, voilà, ce matin, j'ai reçu un mail d'une cliente qui avait reçu hier un lien Google Drive. Elle permet enfin voilà, elle a bien compris où on était. Alors les mails, ça ne permet pas d'avoir des to-do list. Non, Oran, c'est vrai. Ça dépend de ce qu'on fait en fait avec le client, qu'est-ce qu'on attend de sa part, ça dépend vraiment du projet, je pense. Du projet et du client aussi et de comment il est. Mais c'est vrai que, ouais, en général, moi, ce que je fais, c'est un dossier Drive partagé pour pouvoir, voilà, mettre tous les documents qu'on a à connaître tous les 2. Hem
Et puis beaucoup par mail. Je suis très peu sur Slack. Je trouve que les messageries instantanées, quand on est freelance et qu'on a plusieurs clients, c'est compliqué. Ça devient vite chronophage. Et après, les outils de to-do list, ils n'ont pas forcément tous le réflexe de s'en servir. Donc c'est pour ça que ça sert à rien, hein. Moi, ça m'est arrivé de faire des Trello avec des cartes pour le client. Et quand il faisait ce qui était sur la carte, elle ne bougeait pas. Donc ça aidait pas beaucoup. Alors, pour une mission longue, on avait fait un rétro-planning Excel avec mon client. Ouais, ça peut être bien. Et Pascal nous dit: «OK avec toi, pas de Trello, pas de Slack». Bah, disons que si le client est habitué à utiliser des outils de to-do list comme Trello, comme Todoist, comme Wunderlist, ça peut être très bien. Mais s'il n'est pas habitué, c'est même pas la peine en fait, il le fera pas, quoi. Par contre, des outils, alors moi c'est Google Drive, je connais pas Nextcloud, mais partager les dossiers avec les clients, ça c'est vachement pratique aussi. Et voilà, une visio par semaine. Faut trouver le bon rythme en fait d'avancement en fonction du volume de travail, et en fonction des attentes du client. Il y a des clients qui ont pas forcément envie d'y passer du temps. Si, toutes les semaines tu leur envoies un mail en disant: «J'en suis là, il me manque ça de ta part», ça peut très bien fonctionner. Ça, vraiment la communication, c'est une question de personne. C'est une question de caractère, c'est une question d'investissement. Donc il faut voilà, faut s'adapter. Après réellement et ça c'est vrai que les freelances en général n'osent pas le faire, mais je considère que, bah, les visios, si vous prévoyez une visio d'1 heure toutes les semaines, ça doit faire partie de ce que vous avez devisé. C'est du temps, pour lequel vous travaillez pour le client, donc il doit être facturé pour ça. Ah, je vois que Tiffany a une remarque. Ouais, je vais Comment le tu dire fais ça? directement. Non, mais c'est vrai qu'une visio par semaine, c'est bien et ça m'a fait penser aussi, bah, quand on fait des retours par mail et cetera ou qu'on a du mal à se synchroniser pour trouver un moment avec le client pour montrer où est-ce qu'on en est, expliquer ce qu'on a fait et cetera. Ça peut être pratique de le faire avec, Loom. Surtout quand on Carrément. montre, par exemple, un développeur qui va montrer, les modifications qui ont été faites sur le site et cetera. Bah, ça permet de plutôt que de faire un mail à rallonge qui est compliqué à comprendre, bah, de Ouais. montrer directement et d'expliquer beaucoup plus simplement et la personne pourra regarder la vidéo, quand il a du temps, faire, rapidement ses remarques et cetera. Ouais, moi je trouve que c'est une super idée. Alors pour ceux qui connaissent pas Loom, ça s'écrit comme ça. C'est un outil Google qui vous permet, de faire des captures de votre écran en vidéo avec votre voix et ça s'enregistre tout seul. Vous avez qu'à donner un lien à la personne à qui vous voulez l'envoyer et vous aurez une notif par mail quand la personne l'aura consulté. Et moi, c'est vrai que je le fais beaucoup pour mes livraisons de documents. Heu Bah, ouais, Dorothée, du coup, si tu trouves ça chronophage, ça peut être intéressant, justement, cette idée de Loom. Loom, du coup, capture de l'écran, tu fais une petite vidéo en disant: «Voilà la roadmap, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, il reste ça». Moi, c'est un outil que j'utilise beaucoup quand j'envoie des documents, par exemple, pour des validations de structures de campagne de pub sur Google. C'est un doc qui est pas forcément, hyper pédagogique, hyper facile à comprendre. C'est un Excel, voilà, ça fait pas rêver les clients. Donc j'envoie ça, je fais une petite vidéo de 2-3 minutes qui explique comment est fait le doc, qui explique rapidement comment j'ai travaillé et quels sont les retours que j'attends de leur part et franchement, ils sont très contents de recevoir ça. Parce que je sais que sinon ils auraient des questions et là, bah, voilà, on y répond. Alors, voilà pour la partie communication. Est-ce que vous avez encore des questions ou des remarques là-dessus? Ou est-ce qu'on peut passer sur la partie facturation? Retard de facture, enfin de règlement surtout. OK, on va passer sur la partie des retards. Alors du coup, comme je vous le disais, les clients qui payent en retard, c'est malheureusement assez courant. Moi, j'avais imaginé quand je me suis lancée en freelance que la difficulté, ça serait de trouver des clients, pas de faire en sorte qu'ils me payent. Et alors, j'ai une interview qui sort sur ma chaîne YouTube, jeudi une chasseuse d'impayés, donc c'est quelqu'un qui travaille pour un cabinet de recouvrement et qui m'a expliqué, vous le verrez dans l'interview, qu'en France, 2 factures sur 3 sont réglées en retard. Alors c'est énorme, franchement, dire plus de 60. Voilà, donc faut se dire ça, finalement, être réglé en retard, c'est quasiment normal. Alors on peut pas se dire que c'est normal parce que ça l'est pas, mais c'est courant en tout cas, donc faut pas le prendre pour vous. Mais c'est très chiant parce que déjà ça peut vous mettre en difficulté financière et que du coup ça vous met dans une position qui est pas du tout confortable, une position où vous allez pas trop aider enfin pas trop oser faire vos relances. Alors, Heu, je voudrais juste qu'on remette bien l'église au milieu du village. Heu,
Le délai de règlement, il est contractuel. J'espère que lorsque vous entamez une collaboration avec un client, vous lui faites bien signer un contrat ou des conditions générales de vente qui précisent les délais de règlement, qui précisent quand est-ce que vous allez envoyer des factures et sous quel délai il est supposé les régler. Donc moi, perso, je facture en fin de mois et c'est sur des règlements à 30 jours. Ça veut dire que là, on est quoi? Le 25 mai. Si je finis, quelque chose aujourd'hui, je vais envoyer ma facture, donc lundi, on sera le 31. J'envoie ma facture lundi 31 mai. Ça veut dire que le 30 juin, elle doit être réglée et à partir du 30 juin, si le client il a pas réglé, il est en retard. Donc voilà, c'est contractuel, il a accepté ces délais de règlement, il doit maintenant les respecter, c'est normal. Et puis vous, vous avez respecté aussi vos engagements sur vos délais puisque, bah, vous livrez vos livrables, tout ce que vous avez à livrer, vous le faites dans les temps. Donc c'est important, de vraiment se dire que, il est censé respecter ses échéances et s'il le fait pas, on peut se dire qu'il est en tort, qu'il a pas, voilà, qu'il a pas respecté sa part du contrat, c'est pas bien. Donc, relancer, bah, c'est normal, vous avez le droit. Ah, je vois qu'il y a une question d'Oran qui arrive. Oran, on te laisse, taper ta question. Alors juste, petite curiosité, est-ce que ça vous arrive souvent à vous, les clients qui sont un peu à la bourre pour régler les factures? Il y a des clients qui vont laisser passer du temps avant de dire que la mission est terminée pour ne pas dire qu'ils payent en retard. Oui, ça arrive. Ouais, c'est pas très honnête, c'est pas très cool. C'est vrai qu'en général, quand ils font ça, ben, ouais, en plus, ils nous gardent un peu sous la main, si jamais ils ont besoin d'un truc en plus. Alors, je suis désolée, je voudrais pas écorcher ton prénom, mais je vais essayer. Faizuke. Alors, comment sont calculés les agios quand le client paye en retard? Alors, les agios, c'est quand tu es en découvert à la banque. Quand un client est en retard de règlement, mais en fait, il y a des pénalités légales. Il y a une pénalité, je crois que c'est 40 € par facture, et puis il y a le taux d'intérêt légal. Et du coup, tout ça, quelles sont les pénalités? En fait, ça doit être noté dans ton contrat. Et c'est encadré légalement. Donc, c'est 3 fois le taux d'intérêt légal. C'est pas grand-chose, mais par jour de retard. Donc, en gros, plus il est en retard, plus tu peux lui prendre des frais. Alors, les frais de retard, c'est délicat. Souvent, on n'ose pas trop les appliquer parce qu'on a peur de mettre en péril la relation avec un client. Il faut juste voir, voilà, ce client qui est un mauvais payeur, vous voulez quoi avec lui? Est-ce que vous voulez juste qu'il règle la facture et que vous entendiez plus parler de lui, parce que vous voulez plus travailler avec des gens comme ça? Ou est-ce que vous voulez qu'il règle la facture parce que vous avez besoin de l'argent, mais vous voulez quand même préserver votre relation avec lui? Donc si vous voulez préserver la relation avec lui, il vaut mieux dans un premier temps juste relancer et éviter les frais de retard. Mais vous avez le droit de prendre des frais de retard et c'est la loi en fait qui vous y autorise. Donc comment c'est calculé? Ça bouge en permanence, mais tu peux partir sur 40 € par facture, plus le taux d'intérêt légal qui bouge un peu chaque jour. Alors Pascal qui nous dit: «J'ai dû passer par un avocat, il y a des clients vraiment mal intentionnés, il faut faire attention». Oui, alors je pense qu'au fil des années, il y a quand même un radar qui se met en place chez les freelances et puis vous allez quand même identifier des red flags quoi, des petits signaux sur lesquels vous dites: «Ouh là, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête?» Déjà le fait de demander un acompte au début, vous allez déjà voir s'il y a de la bonne volonté ou pas et s'il y a de l'argent. Le fait que le client signe bien le contrat, enfin voilà, c'est des petites choses, qui font que vous allez le sentir ou pas et c'est vrai que si on peut éviter les clients mauvais payeurs parce qu'on arrive à les détecter, on s'enlève beaucoup de problèmes comme ça. Alors Delphine nous dit: «J'ai 15-20 de retard, ils restent raisonnables et ce sont des clients de confiance». Oui, alors ça, c'est souvent, des problèmes d'organisation en fait, ils sont à la bourre, ils ont pas payé, ou alors ils n'ont pas bien transmis la facture à la personne qui se charge des règlements. Moi aussi, j'ai des clients qui ont toujours quelques jours de retard, j'en fais pas un drame, mais il faut se dire que dans d'autres pays, ça se passerait pas comme ça. C'est vrai qu'en France, un client qui paye pas, bon, heu, en vrai, il va pas lui arriver grand chose, quoi. Alors Dorothée demande: «Est-ce qu'il faut demander un acompte au début? Si oui, de combien?» Moi, sur un nouveau client, je demande un acompte de 50. Hem, Ça n'a jamais posé de problème, à part, dans certaines boîtes qui ont des services achats un peu chiants. Et pour eux, du coup, bon, bah, je fais confiance, on va dire.
Et avec ces gros clients, j'ai pas de problème en général. Donc oui, l'acompte de 50%, c'est très courant, hein, quand on part en vacances, on paye toujours un acompte, par exemple. On n'attend pas, je sais pas, si vous avez loué un mobil-home dans un camping, vous payez pas quand vous arrivez, vous payez une partie quand vous réservez. Quand vous réservez sur Airbnb, vous payez tout d'avance. Donc en fait, réellement, l'acompte, c'est pas quelque chose qui choque les gens, c'est pas quelque chose qui va vous empêcher, de transformer vos prospects, surtout que ces détails administratifs, on en parle une fois que le prospect a déjà choisi de travailler avec vous. Alors, du coup, pour que votre relance soit efficace sur ce sujet-là, alors on a Delphine qui me dit: «Je demande 30 sauf de très petites missions. L'effet radar à mauvais payeur est en place, la santé financière de l'entreprise est renforcée». Bah oui, c'est vraiment important et puis bon, quand on a pris un acompte, même s'il y a un litige, à la fin de la mission, bah, au moins on a on a eu l'acompte, quoi. Ouais, c'est vrai que l'acompte, c'est un bon moyen quand même de se protéger et puis, ouais, essayer de voir en amont, la santé financière de l'entreprise comme disait Delphine sur, société.com ou, et cetera. Mmh, Si la personne refuse de faire un acompte, bah, peut-être que c'est un peu une alerte. ouais. Mais, ouais, n'hésitez pas vraiment à relancer. Enfin, nous-mêmes, bah, nous, on paye les freelances, même si le client nous a pas payé. Ça peut être un avantage, de aussi de passer par des intermédiaires, c'est, la partie sécurité contractuelle et des paiements. Parce que nous, même si Mmh. le client nous a pas payé, on va payer le freelance, à la signature du CRA. Mais, oui, nous-mêmes, et des clients, on est obligé de les relancer, qui nous payent 3 mois après, quoi. Et justement, les intermédiaires, j'allais y venir. Dans ceux que je sais qui ne payent pas d'acompte, il y a les agences, Ouais, ils ne payent pas d'acompte et même je me souviens d'un mec une fois et je me suis vraiment dit, j'ai pen des mots pas très que ma grand-mère m'engueulerait si elle m'entendait dire, et j'ai bossé avec lui que parce que c'était une période creuse, mais il m'a dit: «Nous, on paye le freelance que quand le client nous a payé, on n'est pas une banque». Bon, OK, sauf que moi, j'avais le lien administratif avec lui, donc je trouvais ça très incorrect de sa part de dire: «On n'est pas une banque». C'est pas en fait, c'est pas une faveur de payer le freelance, à la date où tu dois le payer. C'est juste que tu as qu'à te débrouiller avec ton client, quoi. Et moi, j'ai eu des problèmes avec cette agence-là parce que, sur, le client sur lequel je travaillais, pour eux, ils avaient, d'autres projets sur lesquels ils étaient en litige et donc le client, bloquait toutes les factures, en fait. Heu, donc voilà, ça dépendait pas de moi, donc moi j'étais pas payée parce que sur un autre projet, ils avaient un problème et ça c'est pas voilà, c'est pas cool. Donc il faut bien choisir ses intermédiaires, je dirais. ouais, faut bien faire attention. On le fait pas tous, mais, voilà. Si on choisit bien, ça peut être un avantage, de passer par un intermédiaire, c'est, bah, accéder à un peu plus de clients et ouais, se protéger sur la partie, bah, paiement et contrat, quoi. Exactement. Alors Faizuke nous demande: «Est-ce qu'il y a un site collaboratif comme TripAdvisor pour freelance pour noter les clients et détecter les mauvais payeurs?» Hem, alors, il y a des vous le verrez dans l'interview que je vais proposer jeudi là de Boris Conseil, il y a des sociétés de recouvrement, qui ont des listes de mauvais payeurs et donc quand vous avez un prospect sur lequel vous avez un doute, vous pouvez leur demander, est-ce qu'il est sur une liste ou pas? Donc ça c'est possible. Je sais qu'il y a certaines plateformes qui permettent aux freelances de noter les clients. Je sais pas si vous faites ça, Tiffany, vous? Pas encore, mais ça va être, dans les prochaines mises à jour du site. Parce que, ouais, pour l'instant, les clients, on n'a pas encore énormément qui ont accès directement à la plateforme. Mais, dans la prochaine mise à jour, ouais, ce sera prévu pour que, bah, que ce soit équitable des 2 côtés, quoi. Que les clients puissent noter les freelances et inversement. Bah oui, je trouve que c'est bien justement pour qu'on ait la sensation d'être un peu tous à Bah, c'est égalité. ça. Que ce soit, bah, noté au niveau, bah, de la rapidité, de l'efficacité, même de la sympathie, puisque c'est quand même sympa quand on arrive dans une boîte, quand on est indépendant, bah, d'être bien intégré et de pas se sentir juste, bon, bah, vous êtes là, juste pour une semaine, on prend même Ouais. pas le temps de vous présenter à l'équipe, quoi. C'est vrai que le fait qu'ils payent bien, c'est important, mais ça suffit pas à en faire des bons clients. C'est ça. Bon, alors du coup, pour, relancer efficacement, moi, ce que je vous propose, c'est de laisser quand même passer quelques jours après l'échéance, parce que ce qui arrive aussi des fois, c'est le client qui se dit: «Ah merde, c'est la date d'échéance, faut que je le rajoute sur mon compte bancaire. Après, j'ai 48 heures de délai. Après, je vais faire le virement, mais il y a quelques jours nécessaires pour que l'argent arrive sur son compte». Donc voilà, laissez passer quelques jours, on sait jamais. Ah bah, Nathalie, justement, je vais y venir. On va parler de choses comme Ruby Payer.
Alors, quand vous relancez, envoyez un mail, donc faites-le par écrit dans un premier temps et joignez votre facture. Moi, il y a rien qui m'agace plus que le client qui est déjà en retard de règlement, je suis obligée de le relancer, et il me dit: «Ah oui, mais est-ce que tu peux me renvoyer la facture?» Ça me hérisse les poils. Donc joignez votre facture, voilà, ça permettra d'éviter qu'il y ait encore un aller-retour. Il l'a tout de suite, ce que vous attendez, c'est qu'il paye. Alors, ça peut arriver un retard de facture, comme, quand vous relancez un prospect qui n'a pas répondu à votre proposition, restez neutre, restez poli. Là, on est plus dans un moment qui peut être douloureux. Vous pouvez vous dire: «Mais il en a rien à foutre de moi, le prospect, moi, c'est ma rémunération, c'est avec ça que je paye mon loyer, je suis obligée de lui courir après pour avoir l'argent». Donc il y a quand même plus d'affect. C'est important que vous puissiez, rester neutre. Donc si vous êtes dans un moment de colère, dites-vous: «Bon, bah, je vais pas le faire aujourd'hui, je relancerai demain». Voilà, et voilà, écrivez le mail: «Bonjour machin, je me permets de te renvoyer cette facture qui n'a pas été réglée, la date d'échéance, elle est passée, c'était telle date». Voilà. Un mail très neutre, c'est pas toujours évident parce qu'on a tendance un peu à prendre les choses à cœur, mais voilà, soyez neutre. Si vous n'avez pas de retour quelques jours après, pas de retour par mail et que, enfin des fois ils vont pas vous répondre, mais vous allez voir les sous arriver sur votre compte, donc au moins c'est bon, c'est réglé. Vérifiez bien des 2 côtés. En deuxième recours, la deuxième relance, faites-la par téléphone. Déjà, on est un petit peu plus gêné au téléphone: «Ah oui, c'est vrai que j'ai pas payé ta facture». Ça vous permettra en plus, de pouvoir demander: «Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que c'est une question de trésorerie? Est-ce que, j'ai pas envoyé la facture à la bonne personne? Heu, est-ce qu'il y a un problème d'insatisfaction?» Voilà, ça vous permettra de poser des questions en tout cas. Troisième recours, vous envoyez un recommandé. Alors, je vous oblige pas à courir jusqu'à la poste, hein, aujourd'hui, on peut faire ça sur le site de la Poste en ligne. Envoyer un recommandé, ça impressionnera un petit peu plus et puis au bout d'un moment, si vous avez essayé un petit peu tout ce qui était à votre portée, alors si vous êtes développeur, je sais qu'il y en a qui font, ils bloquent l'accès au site. Il y a un moment, c'est bon, le client n'a pas payé, vous avez fait votre boulot, il va pas continuer à en profiter, s'il n'est pas prêt à payer. Donc bloquer le site. Tiffany, c'est quelque chose que, des gens ont déjà fait chez vous ou pas forcément? Alors moi non, pas à ma connaissance, mais j'ai déjà entendu, ouais, ce cas-là de clients qui payaient pas du tout, qui répondaient pas et qui faisaient un peu les morts et du coup, ouais, j'avais déjà entendu ce cas-là, pas chez nous, mais ouais, de développeurs qui disaient: «Bon, bah, OK, si tu veux pas me payer, je te bloque l'accès au site ou je te mets un vieux pop-up». Bah, alors ça, vous pouvez pas le faire au bout de 2-3 jours de retard parce que comme dit Pascal là dans son commentaire, Ouais. faut ac enfin voilà, il y a des explications, voilà. Mais vous avez relancé plusieurs fois, le mec soit il vous répond pas ou soit des fois il répond, hein: «Oui, oui, je vais te payer cette semaine» et puis, l'argent arrive toujours pas. Bah, il y a un moment, il faut le faire réagir. Il peut pas, bu profiter du travail que vous avez fait et vouloir ne pas le payer. C'est pas possible. Et donc le dernier recours, et Nathalie en parle dans son message, c'est de passer par un tiers qui va se charger lui-même d'aller réclamer l'argent au client. Par exemple, un cabinet de recouvrement. Donc moi, RubyPayer, je les connais parce que je les ai utilisés une fois malheureusement. J'ai eu besoin de passer par eux. Le client, je lui courais après depuis 8 mois. Je peux dire que RubyPayer, en 1 heure et demie, ils m'ont récupéré mon argent. À 14h30, j'ai fait mon dossier de créance sur leur site et à 16h, j'avais un SMS d'excuse, un MMS même d'excuse du client avec une photo du chèque qui s'apprêtait à payer. Donc ça peut être efficace et du coup, ces cabinets et ça rejoint une question tout à l'heure de Faïzuke. Je Si je le prononce mal, n'hésite pas à me le dire, qui demandait comment se calculent les pénalités de retard. En gros, ces organismes-là, ils les calculent automatiquement et ils vous incitent à les réclamer parce qu'en fait, vous allez leur donner 10 du montant qui a été recouvré grâce à eux. Et moi, c'est vrai, quand je suis passée par eux, ça m'a rien coûté parce que, ça a été payé par les frais de retard, en gros. Donc faut pas hésiter. Moi, c'est quelque chose vraiment je m'y suis refusée un bon moment parce que je me disais, que c'était un peu un moment délicat de la relation avec le client et et puis au bout d'un moment, il y a enfin voilà, je courais après le client depuis 8 mois, j'avais plus forcément envie de préserver la relation. Je voulais plus bosser avec lui, je voulais juste qu'il me paye, j'en avais marre. Donc ça peut être un bon moyen de vous décharger de ça. Donc là, vraiment hyper efficace. Ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut créer un dossier pour chaque facture qui est en retard, mais eux, du coup, voilà, c'est eux qui se chargent de relancer. Le fait que ce soit un tiers qui finisse par faire une relance,
bah, tout de suite, c'est pris plus au sérieux, ça fait plus peur. Et puis, en général, ce qu'ils peuvent aussi faire, c'est les menacer, de les placer sur leur annuaire de mauvais payeurs. Et ça fait pas hyper plaisir d'être sur un annuaire de mauvais payeurs. Donc voilà, ils réagissent. Alors, Pascal dit: «Moi, je suis passée par Captain Contrat, ça a pris plus de temps, j'en pouvais plus. Pas top, top». Alors, je savais pas que Captain Contrat, il proposait du recouvrement de créances. Moi, j'aime bien leur base de documents qu'on peut télécharger et personnaliser. Mais voilà, j'étais pas du tout au courant qu'ils proposaient ce type de service. Voilà, en tout cas, vraiment ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il faut laisser passer quelques jours pour relancer parce que voilà, il peut toujours y avoir une explication, mais vous avez le droit de relancer et quand vous le faites, mettez bien votre facture et puis ayez un petit peu comme Adopi, hein, une riposte graduée. D'abord, on envoie un mail avec la facture, ensuite on appelle, ensuite on envoie un recommandé et si ça a toujours pas fonctionné, en fait, le client, il est en train de se moquer de vous, quoi. Ou alors des fois, il répond pas parce qu'il est mal à l'aise, il a pas l'argent pour vous payer, mais ça serait mieux qu'il vous le dise, en fait. Voilà. Donc voilà pour la partie, délai de règlement. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe au dernier point? Je vous laisse me dire et voilà, j'espère que c'est pas des des situations qui vous arrivent trop souvent quand même. Alors, pour finir, on a vu donc comment on relance le prospect pour, qu'il vous réponde, comment est-ce qu'on gère la relation avec le client pendant la mission, comment est-ce qu'on gère un retard de facturation et une fois que tout ça s'est passé, c'est plus forcément votre client. Mais si vous voulez qu'il refasse appel à vous dans l'avenir, si vous voulez qu'il continue de penser à vous et qu'il puisse vous relancer, si vous voulez, qu'il puisse, éventuellement faire des témoignages, des choses comme ça, il y a des petites choses que vous allez pouvoir faire pour rester en contact avec lui. Alors, souvent, les gens me disent: «Oui, mais c'est un peu artificiel, je suis pas très à l'aise pour faire ça». Heu, Essayez d'apprendre quand même, ça vaut le coup. Donc déjà, première chose, c'est de demander un feedback sur la mission. C'est un petit prétexte pour échanger avec lui, et du coup, le feedback, il a 2 intérêts. Le premier, c'est pour vous, bah, pour pouvoir savoir ce qui lui a plu, ce qui lui a moins plu. Comment est-ce que vous pouvez améliorer, votre façon de travailler pour que vos clients, prochains soient encore plus satisfaits? Puis même pour lui, ça va lui montrer que vous vous intéressez à son avis, que peut-être pour la prochaine mission éventuellement que vous aurez ensemble, ce qu'il a dit va être pris en compte, donc c'est bien. Et la deuxième chose, c'est que ces feedbacks après, si ce qu'il vous a envoyé par mail est intéressant, vous pouvez lui dire: «Ah OK, bah, merci. Est-ce que tu peux me donner l'autorisation d'utiliser ton texte sur mon site web?» Et ça vous fait un témoignage client qui va vous aider à, bah, convaincre plus facilement vos prochains prospects. Donc ça, c'est important. Pensez aussi à ce que toutes les personnes avec lesquelles vous avez été en contact chez ce client pendant la mission, vous puissiez bien les ajouter sur LinkedIn. C'est important que, tous ces gens-là puissent continuer à penser à vous et puis, votre client, ça a été une entreprise. Si ça se trouve, bah, la personne, avec qui vous avez échangé, la personne qui était votre contact principal, elle va changer de boîte, elle va quitter l'entreprise et du coup, si les autres vous connaissent, il y a plus de chances qu'on vous appelle pour une prochaine mission, même si le décisionnaire initial, il est plus là. Et puis voilà, sur la durée, il faut continuer à rester dans leur esprit. Donc trouver des petits prétextes qui vont vous permettre de communiquer. Quand ils publient sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, à partager. Et puis, là, vous avez un petit peu plus de mal à le faire en général, mais il y a une actu qui sort et qui est intéressante et qui peut intéresser votre ancien client. Ou alors vous voyez un article ou une vidéo qui fait écho à votre mission, à un besoin qu'il pourrait avoir, n'hésitez pas à lui envoyer un petit mail. Si vous arrivez à, des fois avoir un échange un peu direct avec un mail, avec un petit message, et aussi des interactions sur les réseaux sociaux qui sont moins frontales, on va dire, il vous oubliera pas. Voilà, alors écrire au nouvel an, voilà, ça fait partie des prétextes, pour donner et pour prendre des nouvelles qui peuvent être intéressantes. Alors, c'est vrai aussi que, bon, bah, le nouvel an, tout le monde le fait un peu, on risque un peu d'être noyé, mais si vous arrivez à le faire à votre sauce en disant, je sais pas: «Regarde ce que t je viens de voir que ton concurrent fait ça, ça pourrait être intéressant que tu le fasses aussi». Voilà, des choses comme ça, en fait, qui montrent que, voilà, vous l'oubliez pas, vous êtes toujours là, mais voilà, les idées comme Oran à qui ça semble venir naturellement, c'est top.
Voilà, donc on arrive à la fin de cette présentation. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Est-ce que vous avez envie de partager, je sais pas, un moment qui a été un peu plus compliqué pour vous au niveau de la relation client, ou justement des choses que vous faites et qui sont plus faciles aujourd'hui? Ah, je vois que Delphine a quelque chose à partager. Hop. C'est en train de rédiger. Mais en tout cas, merci Marion pour tous ces conseils. Et ouais, c'est vrai qu'il faut pas hésiter à faire tout votre possible pour maintenir le lien parce que c'est, bah, vos clients qui vont vous permettre de trouver, bah, les prochains Oui. et maintenir une bonne relation, ça va vous permettre de peut-être que dès que la personne aura, un nouveau besoin, il va directement penser à vous et ouais, n'hésitez pas à demander, des avis, des références, que ça soit sur les plateformes, sur LinkedIn, Mmh. qui parlent de vous à d'autres collègues et cetera. N'hésitez pas vraiment, bah, à profiter de vos clients pour, créer une relation de confiance et vous faire connaître, autour, quoi. Bah, c'est ça. Alors comme dit Pascal, le maintien du lien après une mise en demeure ou autre, c'est compliqué. C'est vrai qu'un client mauvais payeur, de Oui, toute façon, vous avez pas forcément envie de devenir, son copain. Donc ceux-là, on va les oublier, hein. On va se concentrer sur ceux avec qui ça s'est bien passé. Demandez un commentaire sur Malte ou sur Cherrypic du coup. Mais oui, hésitez pas à demander des commentaires, sur même sur LinkedIn, hein, c'est important. Et puis alors on a Dorothée qui demande comment revenir vers eux pour voir s'ils ont d'autres besoins. Mail, téléphone, que dire? Bah, je pense que ça dépend de la relation que tu avais avec eux et de votre mode de communication. Moi, j'ai pas du tout mmh, l'habitude d'appeler mes clients, à moins que ce soit planifié. Pour moi, le téléphone, c'est une intrusion un peu. Donc je me verrais pas les appeler pour prendre des nouvelles et tout ça. En revanche, un petit mail de temps en temps en disant, où est-ce que vous en êtes? Est-ce qu'il y a de nouveaux besoins? Pourquoi pas? Et je pense, Dorothée, aussi, que tu peux être force de proposition, de dire, bon, bah, maintenant, enfin, moi, par exemple, je fais beaucoup de campagnes publicitaires. Je peux dire, il y a cette nouvelle mécanique publicitaire qui peut être intéressante. Est-ce que ça t'intéresse qu'on la teste? Tu peux être force de proposition et toi, venir avec une idée. ouais et pas hésiter à proposer des offres, à demander, comment se passe, l'entreprise. Enfin, est-ce que les projets avancent bien? C'est Est-ce que ça. ça va juste bien? Après, selon la relation, comme tu disais Marion, certains clients, ça va être juste par mail. Après, s'il y a des clients avec qui vous avez une super bonne relation, bah, proposer d'aller boire un café et en profiter pour, Bah, c'est ce que nous dit Delphine, hein, pour maintenir ouais. le lien, je propose de passer le voir, boire un café. Bah oui, c'est agréable, ça fait plaisir, complètement. C'est une bonne idée. Mais oui, enfin, moi, c'est vrai que j'échange avec beaucoup de gens qui sont pas très à l'aise sur tous ces aspects, networking et franchement, forcez-vous un petit peu au début, vous allez voir que ça vient. Ah bah, merci beaucoup Pascal pour ce commentaire. Je sais pas si certains veulent encore, poser des petites questions ou partager quelque chose? Oui, le replay sera dispo, donc vous pourrez retrouver, toute la présentation et ça sera sur le même lien. Donc même si, vous avez en tête, bah, d'autres freelances qui pourraient être intéressés par tous ces conseils qui, je pense, sont utiles à vraiment à tous, bah, n'hésitez pas à le partager. Ouais, et puis je vais vous mettre le lien de mon site et de ma chaîne YouTube si vous voulez jeter un œil. Et puis n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un message sur LinkedIn. Heu, J'y réponds toujours. Voilà, puis n'hésitez pas à regarder, voilà, sur le blog et sur la chaîne, il y a plein d'autres conseils qui peuvent vous aider. Yes. Je sais pas si ouais, s'il y a une dernière question avant, qu'on libère Ouais, Marion. parce que j'ai faim moi, il est presque midi. C'est ça. En tout cas, vraiment merci Marion, c'était super intéressant, plein de conseils, hyper concrets qui sont vraiment utiles à tous. Donc Ouais, bah, merci merci à à tous et toi. puis les participants ont bien participé, du coup, c'est très bien. Ouais. Bah, merci à tous, merci Marion. N'hésitez pas, ouais, si, vous voulez, revoir le replay, le partager, poser des questions à Marion, sur LinkedIn et cetera. Mais merci à tous. Je vais vous souhaiter, bah, une bonne journée, bon appétit aussi. Bonne journée à tous, à bientôt. Salut!